Bien, voilà, hop là, c'est parti. Bien, bien, bien. Alors, dans un de nos TD, vous allez travailler sur l'analyse discriminante. Voilà. Alors, la différence entre l'analyse discriminante et les arbres de décision, on avait vu les deux approches, hein, c'est que sur les arbres de décision, c'est durant la construction du modèle même qui procède à la sélection de variables. Voilà. En revanche, dans l'analyse discriminante, c'est un peu différent, c'est qu'il modélise avec les variables qu'on lui présente. Donc, si on devait faire une sélection de variables pour garder uniquement que les variables pertinentes, il faut le demander de manière explicite. Alors ça, j'avais expliqué en cours, j'avais expliqué en cours le principe, le mécanisme. J'avais même fait une démo, voilà. Alors généralement en TD, je refais la démo parce que le CM, c'était il y a tellement longtemps que généralement on oublie un peu, mais c'est pas grave, hein, justement les TD, c'est pouvoir s'exercer là-dessus. Donc je refais la démo devant vous, mais comme je peux pas être devant vous, encore une fois, là, je vais faire la démo sous forme de vidéo. Comme ça, vous aurez tous les éléments pour pouvoir travailler tranquillement. Très bien. Alors, pour montrer ça, je vais utiliser une base que nous allons utiliser d'ailleurs en TD à un moment donné, mais pas dans le cadre, pas dans le premier cadre du classement. L'analyse discriminante, on va l'utiliser dans deux séances différentes, un pour le classement et l'autre pour le scoring. Voilà. Donc ça, c'est une des bases qu'on va utiliser en TD, c'est les bases des piments indiens de diabète. Voilà. Donc je montre un peu, c'est une base qui était sur le dépôt UCI avant. Il n'y est plus maintenant, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais l'idée, c'est que ce sont des Indiens qui sont parqués dans des réserves, voilà, et qui ont une propension, en fait, à développer du diabète. Voilà. Du coup, un ensemble de personnes, c'est des femmes ici, voilà, qui sont plus ou moins enceintes. Voilà, c'est ce qu'on voit ici, voilà, avec une série d'indicateurs, hein. Voilà, l'indice de masse corporelle, l'âge, ainsi de suite. Et il y a la variable cible qui est là, c'est le diabète. Voilà. Donc, est-ce que ces personnes-là développent le diabète ou pas? Voilà, et on va dire que la modalité cible, celle qu'on cherche à détecter en priorité, c'est la présence de la maladie, c'est la présence du diabète. Voilà. On dit que c'est la modalité positive dans ce sens-là. Voilà. Alors, maintenant, vous avez vu la vidéo sur Tanagra, sur l'installation de Tanagra. Je pense que vous avez vu aussi la vidéo sur la réalisation de l'analyse discriminante. Donc, celle-ci est un complément où on fait l'analyse discriminante sur Tanagra avec la sélection de variables. Voilà. Je vais essayer de mettre un peu en relation avec le cours parce qu'il y a des concepts ici qu'il faut bien suivre. Alors, donc, ça, c'est les données. Voilà, je sélectionne les données. On est sur les données d'apprentissage, là, hein, voilà, directement. Et une fois que les données sont sélectionnées, je vais dans les compléments et j'avais installé déjà Tanagra sur ma machine. J'exécute Tanagra. Il sélectionne, voilà, la sélection, hein, donc il faut toujours prendre la première ligne, il ne faut jamais oublier parce qu'il y a les noms des champs, les noms des variables, et il faut s'arrêter bien à la dernière ligne de données et ne pas prendre des cellules vides en dessous. Voilà, je me répète un peu, mais au moins, comme ça, c'est clair. Je clique sur OK, ça démarre Tanagra automatiquement, voilà, et nous sommes maintenant dans Tanagra. Très bien. Alors, les données sont chargées, voilà, on a ici des variables, elles sont toutes quantitatives ici, voilà, et la variable cible, elle est qualitative à deux modalités, nombre d'observations, nombre de variables totales. Alors, bah, la première chose, bien sûr, c'est qu'il faut dire au logiciel quelle est la variable cible et quelles sont les variables prédictives, hein. Donc, c'est ce que je mets ici. Dans Tanagra, avec cet outil, on définit le rôle des variables. Donc, tac, hop là, target, voilà. OK, très bien. Et je lance ici l'analyse discriminante linéaire. Alors, la matrice de confusion calculée sur l'échantillon d'apprentissage, c'est joli, mais bon, c'est joli tout court, ça ne sert pas grand-chose ici. Il vaut mieux le calculer sur l'échantillon test. Là, c'est plus crédible pour le coup. Voilà. Ensuite, comme c'est une méthode qui est basée sur des schémas statistiques, on a des tests statistiques, hein, et donc de crédibilité. Alors, il y a le lambda de Wills, qui est l'indicateur global de crédibilité, en fait, de séparation en fait, et des barrissants des nuages conditionnels. Ça, je l'ai bien expliqué pendant le cours. Il est disponible également dans le livre que je vous ai mis en lecture complémentaire, hein. Voilà, très bien. Alors, on peut tester la séparation de ces barrissants conditionnels-là, est-ce qu'ils sont significativement ou pas séparés, avec une transformation de Rao qui suit une loi de Fischer. Voilà, p-value qui est là. Alors là aussi, comme vous êtes d'horizons différents, certains sont statisticiens, d'autres sont vraiment informaticiens. Je donne des schémas très simples, c'est pour vous dire que la p-value, c'est un indicateur donc de crédibilité. Plus la valeur est basse, plus le modèle est crédible. Voilà, je schématise vraiment. Statisticien, là, il y aurait les cheveux qui hérisseraient, enfin le peu qui me reste. Voilà, mais bon, très bien. Donc l'idée en tous les cas, c'est qu'on a le lambda, voilà, qui est un indicateur phare qu'on va utiliser tout le long ici, voilà, pour la sélection de variables. Voilà, et il est associé à un test statistique. Voilà, je schématise ça très simplement. Alors justement, ici en dessous, on a les variables. On a les variables, voilà, et on a la liste des variables qui sont là, et là, on a les fonctions de classement. Donc j'avais expliqué ça pour l'analyse discriminante, hein, pour la vidéo dans les discriminantes. On a ici deux fonctions de classement. Pourquoi? Parce que les Grecs a deux modalités, présence de la maladie du diabète et absence du diabète. Voilà. Très bien. Et ensuite, on a une série d'indicateurs là.
Alors, l'intérêt, c'est de pouvoir lire ça correctement. Alors, pour pouvoir lire ça, je reviens sur le cours de seconde que j'avais préparé. Il est là. Donc, rappelez-vous, pendant le cours, hein, j'avais expliqué qu'on a le lambda qui est un indicateur de crédibilité globale. On peut initier un test statistique dessus, voilà, via la transformation de Rao. Et pour voir donc la contribution des variables, la pertinence des variables, si vous voulez, on va comparer tout simplement le lambda avec l'ensemble des variables et le lambda sans la variable qu'on souhaite évaluer, hein. C'est ce que dit exactement la formule qui est là. C'est ce que dit cette formule-là, hein. Cette formule-là nous dit, ça c'est le lambda avec les grands J variables, l'ensemble des variables, et ça c'est le lambda quand je retire la variable. Plus le lambda est faible, plus le modèle est intéressant, hein, schématiquement. Voilà. Donc, quand je retire une variable, forcément, le lambda va se dégrader, c'est-à-dire qu'il va augmenter. Le lambda variant 0 et 1. 0, ça veut dire que la discrimination est parfaite. 1, ça veut dire que les nuages de pain ne sont pas discernables, hein, du point de vue des barycentres. Très bien. Donc, là, forcément, quand je retire une variable, le lambda va augmenter. Voilà. Donc, ce ratio-là, il est supérieur à 1, forcément. Sinon, on a des vrais problèmes. Voilà. Très bien. Et plus la dégradation du lambda est élevée, voilà, plus la variable a joué un rôle important, du coup. Voilà. Très bien. Donc, c'est ce ratio-là qui est important, qui importe, voilà. Et après, il y a une transformation qui est là. On a un F qui suit une loi de Fischer. Voilà ce qui est écrit là. Regardons tout ça maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Si je prends prégnante ici, si j'enlève prégnante, le lambda passe à 0,71. Donc, on va comparer le 0,7081 là avec le 0,7162. Voilà, c'est ce que dit le partiel qui est là. Donc, le partiel est un ratio entre ces deux lambdas-là. Et le F, c'est la formule que j'ai montrée dans le cours tout à l'heure. C'est cette formule-là. Voilà. Très bien. Une fois qu'on a ça, du coup, on a le F là. Donc, plus le F est élevé, plus il y avait un gap important entre les deux lambdas. Et la p-value va permettre, donc c'est la probabilité critique calculée. Là aussi, la p-value, je schématise encore une fois, plus il est faible, mieux c'est. Plus la variable joue un rôle important. Voilà. Plus la p-value est faible, plus la variable est crédible. Très bien. Alors là, c'est pour ici prégnante. Si je prends plasma, par exemple, si je prends la variable plasma, voilà, si j'enlève la variable plasma du modèle, le lambda, lui, passe à 0,82. Là, il y a un gap plus fort ici. Voilà. Et c'est ce que donne ici le ratio partiel lambda. Le 0,70 divisé 0,80. Voilà, voilà. Et le F est plus élevé. Hein. Ça montre bien que plasma joue un rôle est plus important que prégnant dans ce cas précis. De ce point de vue-là, du point de vue de la comparaison des lambda de Wilks. Voilà. Et la p-value corrobore cette idée-là. On a une p-value qui est plus faible. On voit ici que la p-value est plus faible. Voilà. Ainsi de suite. Donc, il fait un check, en fait, un checking, une vérification de chacune des variables en les retirant tour à tour. Voilà. Il calcule donc ici le lambda sans la variable, voilà, et il les compare pour calculer ces indicateurs-là. Ici, la p-value principalement. Très bien. Alors, généralement, ces p-values-là, on va les comparer à des seuils prédéfinis qui sont usuels en statistique. 1%, 5%, 10%. Voilà. Voilà. Et donc, généralement, voilà, pour savoir si la variable est réellement crédible ou pas, je schématise, encore une fois, hein, si la variable est crédible ou pas, on compare la p-value calculée sur les données, sur la variable, sur les données, voilà, avec un alpha théorique qui a un seuil de significativité. Voilà. S'il est plus faible, je conserve la variable. Ça veut dire qu'elle est pertinente. Si la p-value est plus élevée que le seuil que je me suis fixé, voilà, je peux retirer la variable. Ça veut dire qu'elle n'est pas pertinente. C'est ça l'important. En fait, la valeur, enfin, parce que c'est une question que vous me posez souvent. Et du coup, c'est quoi la bonne valeur du alpha, hein, du seuil de significativité? Est-ce qu'on met 1%, 5%? Voilà. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Ce qu'il faut raisonner, le mode de raisonnement important, c'est de savoir que tous les algos de machine learning sont paramétrés, voilà, forcément, à un moment ou à un autre, voilà. Et ces paramètres-là sont des tournevis. Et le plus important, c'est de bien savoir comment tourner le tournevis pour guider l'apprentissage. Voilà. Donc, le seuil alpha, généralement, plus vous le baissez, voilà, plus vous êtes exigeant sur la qualité des variables. Et donc, vous allez en retirer plus. C'est ça le bon raisonnement. Hein. Donc, la bonne valeur de alpha, personne ne peut le dire d'emblée comme ça, dans le machine learning, dans la modélisation prédictive. Voilà. Parce que ça dépend du problème que vous traitez, ça dépend des données que vous traitez. Hein. Voilà, c'était très important. Je l'ai dit en cours là, mais je le refais encore une fois ici. Voilà, je le refais généralement devant vous en TD parce que c'est très important qu'on ait bien ces idées en tête là. Voilà. Alors du coup, là, si je prends mon exemple ici, c'est laquelle qui est la variable la moins crédible. Voilà. La variable la moins crédible, c'est celle qui a la p-value la plus élevée. Donc ce serait triceps. Voilà.
Et si je fixe un seuil alpha, un seuil de significativité à 5%, est-ce que je retirerai cette variable ou pas? Oui, effectivement, il faut retirer triceps. C'est ce qu'on voit ici. Alors du coup, sérum aussi, alors, on ne peut pas enlever en bloc les variables. Pourquoi? Parce que les variables ne sont pas indépendantes deux à deux. Il y a des interactions. Hein. Elles sont liées, ces variables-là. Si vous enlevez triceps et que vous recalculez le modèle, il se peut que la p-value de sérum change et qu'elle devienne significative. Peut-être, hein, on ne sait pas d'emblée en tous les cas. Voilà. Très bien. Donc, l'idée de la sélection, c'est quoi? C'est une procédure pas à pas, tout simplement, qui permet soit de retirer pas à pas les variables, soit de les rajouter pas à pas. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Donc, il y a ces deux schémas-là qui sont les plus utilisés. Il y en a d'autres, hein. Voilà, mais c'est les deux schémas les plus utilisés. C'est soit je pars de l'ensemble des variables et on les retire pas à pas, voilà, jusqu'à ce que toutes les variables soient significatives, en les comparant la p-value avec le alpha, voilà, ou bien on part de 0 variable et on les rajoute pas à pas et on rajoute tant que la p-value de la variable qui a été entrée est inférieure au seuil alpha qu'on s'est donné. Voilà. Alors cet outil-là, il est où? Alors, on ne va pas le faire à la main, justement, on ne va pas enlever les variables. Là. Vous imaginez, s'il y a 50 000 variables, là, on est mort. Hein. Donc, il y a des outils pour ça, justement, c'est dans Feature Sélection. Et l'outil qu'on va utiliser, c'est StepDisk. Donc, je mets StepDisk là, et je le mets ici, voilà, et on va le paramétrer. Alors, dans le paramétrage, il y a deux manières. Il y a soit on fait une recherche backward, donc j'ai expliqué le principe, on part de toutes les variables, on les retire à fur et à mesure jusqu'à ce que toutes les variables soient significatives au sens de la comparaison de la p-value avec le significance level, voilà, le alpha, voilà. Soit on fait une recherche forward où on part de 0 variable et on ajoute au fur et à mesure et on continue tant que, quand je rajoute une variable, sa p-value est inférieure au seuil que je me suis fixé. Et justement, les seuils, alors on va faire un backward ici pour commencer, voilà, pour illustrer. En TD, vous ferez les différentes stratégies. Je fais un backward. Ensuite, là, vous avez les règles d'arrêt. Alors, les règles d'arrêt, elles peuvent jouer de différentes manières. Parce que, bon, là aussi, je ne vais pas m'attarder là-dessus avec vous, mais mettre un seuil sur la p-value, généralement, c'est très discutable parce qu'on a un phénomène de comparaison multiple. Donc, le vrai seuil alpha, en fait, en réalité, il est différent de la valeur nominale qui est là. Mais bon, là aussi, comme de nouveau, vous êtes d'horizons différents, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Donc, tout simplement, c'est l'idée du tournevis qu'il faut retenir, hein, qu'on voit dans tous les algorithmes, dans les arbres de décision. Vous vous rappelez qu'il y avait des tournevis, donc c'est les effectifs sur les feuilles que nous avons utilisés. Voilà, le tournevis, c'est les seuils qu'on va mettre. Alors, le seuil peut être direct et peut-être directement défini sur le F, en comparant le F ici avec ici une valeur seuil qui est définie, voilà. Ou bien on compare la p-value avec ici une valeur seuil qui est définie également, voilà, c'est une autre manière de faire, voilà, ou on demande le nombre de variables qu'on veut retenir. Alors, ça paraît un peu étrange, hein, mais des fois, on a des contraintes différentes de la statistique pure où on a des contraintes métiers qui me disent je veux que deux variables parce qu'en termes de déploiement, il y a tel ou tel élément. Voilà. Très bien. Ça peut être utile. Ça peut être utile aussi quand on travaille sur des grandes bases de données. Vous avez la courbe de décroissance du lambda et à un moment donné, on va essayer de trouver le coude et on spécifie le nombre de variables qui correspond au coude. C'est une possibilité également. Ça, je ne le ferai pas, mais c'est une idée qu'il faudra que vous reteniez parce qu'à un moment donné, vous allez travailler sur des grandes bases et les seuils qui sont là, il faut les fixer soit très bas vraiment le alpha ici, soit spécifier tout simplement via la courbe de la décroissance du lambda la bonne valeur du nombre de variables que vous voulez retenir. Pour l'instant, je fais 5%. Je fais OK, je lance le traitement, voilà, et il m'a dit, sur les 8 variables initiales, j'en ai retenu 6. Et en dessous, vous avez donc le détail du processus. C'est ce qu'on voit ici. Alors, ici, donc, on a les classements des variables selon leur importance. Donc, la moins importante, elle est à gauche, voilà, ainsi de suite. J'ai mis que les 5 premières variables, pourquoi? Parce que sinon, on a un tableau qui devient juste illisible en réalité. Hein, voilà. Alors, ici, la variable la moins importante, une fois qu'on avait fait le modèle sur l'ensemble des variables, c'est triceps. Et sa p-value est supérieure au seuil alpha qu'on s'est donné, qui est de 5%. C'est celui-là qui est utilisé là, en l'occurrence. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il l'a retiré. Ensuite, il a refait le calcul sur les 7 variables restantes. La moins intéressante, c'est sérum, et sa p-value, c'est 0,40. Comme 0,40, c'est supérieur à alpha, le seuil de significativité qu'on s'est donné, encore une fois, voilà, il l'a retiré. Alors, au tour suivant, sur les 6 variables restantes, la variable la moins intéressante, c'est âge, et sa p-value, c'est 0,03. Et 0,03, c'est inférieur à 5%. Du coup, c'est la condition d'arrêt. On a déclenché la condition d'arrêt de l'algorithme, et donc il ne retire pas la variable. Voilà. Donc, on a 6 variables maintenant dans le modèle restant. Voilà. Si on avait fixé le alpha à 1%, voilà, cette variable-là, il l'aurait retirée.
On est d'accord là-dessus. Et il aurait continué le processus. Donc peut-être qu'il aura enlevé pédigré ou pas, on ne sait pas parce que ça va changer aussi. Peut-être que prégnante ou je ne sais pas, les autres variables restantes, ça on verra tout à l'heure. Une fois qu'on a ça, du coup, il faut recréer le modèle sur les variables restantes. Donc je reprends la liste discriminante et je le remets sur step disk, je modélise et voilà, on a ici de nouveau, voilà, ici le lambda global avec les 6 variables et là c'est le lambda si on retire chaque variable tour à tour. Et voilà. Et donc, on a ici les p-values de chacune des variables, et effectivement, ils sont tous inférieurs à 5%, forcément, dans ce cadre-ci. Dans le forward, c'est différent, mais dans le backward, forcément, toutes les variables ont une p-value qui est inférieure à 5%, au seuil qu'on s'est fixé. Sinon, il y a un problème. Très bien. Qu'est-ce qui se passe si on fixe à 1%? Si on fixe à 1% le seuil de recherche, ici, voilà, ce qui est important, c'est qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas tellement la bonne valeur. Si on fixe à 1%, si on baisse le seuil de significativité, voilà, ça veut dire qu'on est plus exigeant sur la qualité des variables. Forcément, on aura moins de variables à la sortie. Leur nombre, on ne connaît pas à l'avance. On va voir ça. Je clique OK, voilà, 1%. Je relance ici et il me dit, sur les 8 variables initiales, je n'en garde que 3. Et voilà. Et effectivement, il a enlevé âge. Ça, c'était prévisible, ça. Il a enlevé pédigré, il a enlevé aussi diastolique. Ça, on ne l'avait pas vu, ça. Très bien. Alors, du coup, après, je modélise sur les variables restantes. Voilà. Et voilà. Pour savoir si votre solution tient vraiment la route ou pas, le seul juge de paix, c'est l'échantillon test. Donc, ce modèle-là, vous le prenez, vous le réappliquez sur l'échantillon test dans Excel en faisant les prédictions et tout ça, en calculant les fonctions de classement, puis en faisant la prédiction, voilà. Et là, vous saurez réellement si ce paramétrage-là est le plus adéquat et le plus intéressant par rapport à vos données. Voilà. Mais voilà. Donc voilà, j'ai décrit le processus global. Maintenant, vous êtes armé pour pouvoir travailler tranquillement sur le TD que je vais donner. Voilà. Donc, ce qui est bien important de bien savoir, c'est le rôle du alpha qui permet d'orienter l'apprentissage sous la forme d'un tournevis qu'on fixe, qu'on essaie de tourner dans un sens comme dans l'autre. Ce qui est important, c'est le sens en lui-même, pas la valeur du alpha. Allez hop, moi je m'arrête là. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais stopper l'enregistrement. Là. Non, c'est pas ça. Arrêtez.